Nathalie Arthaud, bonjour, vous venez de nous rejoindre, évidemment en porte-parole de Lutte ouvrière. C'est un sentiment de fête gâché pour vous que de voir ces images de ces cortèges à Paris? Surtout dans ces images, je ne vois pas de politique. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas effectivement ça ne peut pas être une politique, ça. Voilà. Moi, vous savez, je sais qu'il y a beaucoup d'exaspération, qu'il y a beaucoup de révolte, qu'il y a beaucoup d'impatience. Parce que cette société, elle est effectivement injuste. Elle est injuste, elle est de plus en plus inhumaine, elle est de plus en plus barbare aussi, je dirais, pour un certain nombre de femmes et d'hommes de cette société. Donc moi, je la comprends, l'exaspération, mais je comprends qu'il y ait de la révolte. Moi, je fais partie de ceux qui sont révoltés. Mais encore une fois, je pense que l'issue, ça sera l'expression, oui, d'une colère consciente de la part, effectivement, de l'ensemble du monde du travail, de façon à contester ceux qui aujourd'hui bloquent toute la société. Et je crois que ceux qui bloquent la société, c'est ceux qui effectivement concentrent toutes ces richesses dans les mains, qui prospèrent sur la base de l'exploitation, en marginalisant de plus en plus de salariés, en créant le chômage de masse. Donc il y a une politique à mener contre la classe capitaliste. Il faut remettre le système capitaliste, mais ça passe pas par ce genre d'affrontement stérile et de violence gratuite. Que vous condamnez évidemment, puisqu'elles desservent complètement la cause des travailleurs. Ce ne sont pas les méthodes. Les méthodes du mouvement ouvrier. D'un côté, il y a des manifestants pacifistes, Nathalie Arthaud, ceux qui sont venus avec les syndicats pour revendiquer un certain nombre de droits pour les travailleurs, et les forces de l'ordre qui sont obligées, évidemment, encore une fois, de juguler les assauts, les violences dont ils sont l'objet de la part d'activistes radicaux. Avec les syndicats et avec les partis politiques. Parce que je précise que le 1er mai, d'abord, le 1er mai a été impulsé par les partis politiques, par les partis révolutionnaires, avant que d'être effectivement encadré par les organisations syndicales. Donc les partis politiques, Lutte ouvrière, traditionnellement, bien sûr qu'on s'inscrit dans cette manifestation et on y était tout à l'heure. Mais là où je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit sur ce plateau, c'est que les syndicalistes n'ont pas pu exister. Enfin, comment dire, les syndicalistes ou les autres, les manifestants qui avaient un certain nombre de revendications. Si, bien sûr, nous avons existé. Hein. Si, on était là. 150 000, vous le dites vous-même, hein, 150 000 manifestants dans le pays, 220 rassemblements dans tout le pays. Donc, si il y avait eu cette volonté aussi de couvrir la parole de ceux-là, eh bien, il y avait cette possibilité. Je pense que dans la manifestation, il y avait beaucoup de femmes et d'hommes qui avaient envie de s'exprimer, envie de dire effectivement leurs revendications, leurs perspectives. Pourquoi cette société, elle est à changer? Parce que moi, oui, parce que encore une fois, cette société, elle est à changer complètement. Et c'est là que je suis pas non plus tout à fait sur la même longueur d'onde que ce que j'entends quand vous dites oui, il y a les bons manifestants, ceux qui apportent leurs revendications, et puis il y a ceux qui veulent toucher à l'ordre républicain, etc. Bon, il faut quand même réaliser. D'abord, il y a une certaine radicalisation, réellement, oui aussi, une radicalisation de tous ceux qui désespèrent effectivement que leur sort change, qui ont attendu les résultats de ce grand débat et qui voient que effectivement on a un président qui va continuer sur la foulée, qui trouve sa politique formidable. Donc il y a cette radicalisation, oui, et forcément il va y avoir de la violence, forcément. Il faut mesurer que notre société est une société très violente, brutale. On est dans une société qui marginalise beaucoup de femmes et d'hommes, une société qui les... Et quand on a le malheur d'avoir un enfant handicapé, quelqu'un d'invalide dans sa famille, on est abandonné dans cette société. Et moi, je rencontre en permanence des femmes et des hommes, mais qui sont écorchés vifs par cette société. Et c'est la réalité de notre société. Et bien, c'est pas, tout à fait. Ce n'est pas votre monde, monsieur Dacier, mais je peux vous dire que quand on s'intéresse au monde du travail, eh bien, c'est cette réalité-là. Et moi, je dois vous dire, je la trouve extrêmement violente. Je l'ai dit, mais je pense encore une fois que des Black Blocs, des personnes qui auront envie effectivement de se confronter avec les forces de l'ordre, avec l'État, avec le gouvernement, il va y en avoir encore. Parce que justement, c'est une réaction de ceux qui veulent pas se laisser faire. Voilà, tout simplement. Donc, pas par ces moyens-là, madame. Par ces moyens-là. Mais j'ai bien dit que justement, j'ai commencé en expliquant que cette violence gratuite ne pouvait en aucun cas offrir une perspective. C'est même l'inverse. Si vous voulez mon avis, c'est même l'inverse. Ce que je pense, vous avez renforcé Macron. C'est que effectivement, ceux qui
ont la capacité de peser véritablement sur les choses. Et je le dis aussi à tous ceux qui sont mobilisés dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est ceux qui s'en prennent, d'ailleurs pas seulement à Macron, mais qui s'en prennent à ceux qui aujourd'hui ont de l'argent et qui dominent toute la société avec leurs milliards. Je pense à la classe capitaliste. Et nous, notre politique, lutte ouvrière, eh bien, c'est de nous adresser aussi aux travailleurs, de leur dire, écoutez, c'est vous qui faites tourner la société, vous êtes dans les entreprises. Eh bien, il faut effectivement qu'on contrôle ce qui s'y passe, qu'on contrôle l'argent, qu'on inverse la situation où finalement on est de plus en plus exploité, de plus en plus opprimé. Et il faut demander des comptes à tous ceux qui trouvent... Vous voyez ce qui s'est passé, y compris avec Notre-Dame de Paris, l'incendie. Le fait qu'en 48 heures, ils aient réussi à mettre sur la table 1 milliard. Vous croyez, Nathalie Arthaud, mais si, on est là sur les fêtes. Mais vous croyez pas du 1er mai. Mais vous croyez pas que vous croyez pas que ça de ces cortèges vous croyez pas perturbés par des black blocs. Ne mêlons pas la capitale de Paris dans tout ça. Parce que vous ne croyez pas que ça met en colère un certain nombre de femmes et d'hommes. Quand on voit qu'il y a quelqu'un qui est capable de mettre sur la table 100 millions, le lendemain 200 millions, et qu'il y a des femmes et des hommes qui comptent chaque euro. Alors expliquez-moi pourquoi vous faites moins. Bien sûr que ça crée de la colère. Pourquoi vous faites moins de 2% des voix aux élections. Je ne comprends pas. Rien à voir. Nathalie Arthaud. Clairement, la politique des Black Blocs, ce n'est pas une politique pour les travailleurs, pour leur émancipation, c'est évident. Et puis, ça fait 3 fois que je le dis. Mais il y a une chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Il y a un mais derrière. Il y a un mais qui suit. Allez, Madame Arthaud. Voilà, je pense que brûler des poubelles, brûler une voiture et vouloir s'affronter systématiquement avec les forces de l'ordre, c'est puéril. Voilà, c'est puéril. Je pense que. Oui, c'est puéril. Oui, le CRS qui a pris un pas. Mais parce que vous leur faites trop d'honneur, y compris quand vous parlez qu'ils sont pour l'insurrection ou pour la révolution. Voilà, encore une fois, ça peut mener nulle part. Et moi, je pense qu'en revanche, ce que le mouvement ouvrier a fait à bien des reprises, quand il y avait une mobilisation générale du monde du travail en 36 par exemple, avec ces occupations d'usines, cette grève générale, où immédiatement, non seulement le pouvoir politique, le gouvernement, mais aussi tout le grand patronat a rappliqué pour se pencher sur le problème. Ah là, il y a eu une mobilisation générale des dirigeants, des possédants, parce qu'ils voyaient que leur coffre-fort et que leur tiroir-caisse, il était un poil à l'arrêt. Un poil simpliste peut-être. C'est exactement ce qui s'est passé en 36. On n'est plus en 36. Et donc, je termine. Pour moi, effectivement, les méthodes du mouvement ouvrier, c'est celle-là. C'est la grève, c'est la mobilisation sur les entreprises et toucher finalement cette classe capitaliste qui aujourd'hui se comporte comme un prédateur, aspire toutes les richesses à un pôle. Il faut les toucher là où ça peut leur faire mal. Et là, le seul endroit où ça peut leur faire mal, c'est au portefeuille. Voilà, c'est au portefeuille, c'est sur leur profil, c'est sur leur âge. C'est ça ma politique à moi. Non, là où je ne suis pas d'accord, c'est avec votre vision. Il y a les gentils manifestants qui revendiquent gentiment leurs droits démocratiques et qui n'aspirent qu'à aller voter. Et puis il y a de côté les fous furieux qui veulent que de la violence, mettre le feu, etc. Je partage pas cette vision qui me paraît un tout petit peu, manichéenne. Non. Donc vous préfériez être dans l'ambiguïté. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que simplement, je peux vous dire qu'on peut. Les Black Blocs des autres. Quelqu'un qui revendique juste le droit de pouvoir vivre dignement de son salaire depuis des années et des années, qu'il vote. Il vote droite, gauche, les deux mélangés, il combine tout ça. Rien n'arrive, rien ne se passe. Quelqu'un qui a été licencié une fois, 2 fois, 3 fois, oui, il a des revendications vis-à-vis de cette société, dans le cadre de cette société. Mais vous ne croyez pas qu'un jour, il a aussi la rage ? Vous ne croyez pas qu'un jour, il se dit, cette société... Et donc, continuer, qui doit se traduire par... Mais ça veut dire qu'il y a aussi de la radicalisation. Quand il a la rage, madame, il vote pour vous. C'est ça le problème. Mais cette rage, je l'ai expliqué tout à l'heure, elle doit se traduire par la politique que je propose aux travailleurs. Voilà, mais pourquoi il vote pas pour vous ? Mais voilà. C'est incroyable qu'il ne vous écoute pas. Et vous savez, par exemple, vous avez dit que c'est inexcusable ce qui se passe. Mais vous voyez, il y a autre chose qui est inexcusable qui a été annoncé hier. C'est par exemple Auchan, qui ferme 21 sites, qui supprime 800 emplois. Eh bien ça, c'est inexcusable aussi. Oui, parce que dans cette crise, avec ce chômage de masse, ça va mettre 800 familles. Oui, sauf que là-dessus, il n'y aura pas de reportage pendant des heures. Personne ne va se pencher sur leur sort. C'est ça la réalité. Eh bien, ces gens-là, je peux vous dire que oui, c'est les futurs manifestants de demain. Alors, Bruno, c'est pas les futurs casseurs. C'est là. Eh bien, je sais pas. Eh bien, peut-être aussi certains. Non, parce que vous n'en savez rien. Pourquoi moi, j'espère que j'arriverai à les convaincre. J'arriverai à les convaincre pour une autre politique, pour d'autres perspectives. Pourquoi ne votent-ils pas pour vous ?
Vous ne me répondez pas. Ça n'a rien à voir, les élections. Ah bon, Toujours... Mais c'est toujours le votre vote discours utile. sert à quoi? Mais parce que les élections, il faut toujours voter pour le plus utile, etc. Ça déforme complètement l'opinion. C'est le grand tour de passe-passe, les élections. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas un peu resté autour de 36-40 et que le monde bouge? J'aimerais vous entendre sur cette conversation que nous avons. Où est-ce que vous mettez les petits commerçants qui n'ont pas travaillé pendant toute la journée et les serveurs, les salariés de la Rotonde, par exemple? Je crois que c'est le ministre de l'Intérieur qui leur a demandé de fermer. Oui, mais vous les mettez où? C'est des gens qui sont pénalisés, c'est des gens qui sont dans le grand capital. Une économie, ça fait partie d'un ensemble de choses. Il n'y a pas les méchants et les bons, c'est un ensemble de choses. Vous avez le problème que vous avez dans ma circonscription, il y a un champion du monde, une entreprise qui est championne du monde. Elle est en grande difficulté depuis des années. Eh bien, il n'y avait aucun repreneur français. Il n'y a pas de repreneur français parce qu'il n'y a pas suffisamment de capital en France pour sauver cette entreprise. Ah là là. Et qui l'a racheté? Vous croyez vraiment qu'il n'y a pas assez de capital en France pour sauver cette entreprise qui est leader mondial dans son domaine? Et qu'est-ce qu'il a racheté? Qu'est-ce qu'il a racheté, à votre avis? Ce sont des capitaux émiratis. Voilà. Donc, pour faire marcher l'entreprise, pour créer des emplois, que font les capitalistes français? Que font ces grandes fortunes de leurs capitaux? Interromps un instant tous les deux. On a des images. Ils spéculent.